Avez-vous déjà rêvé d'une application web avec des super pouvoirs, qui fonctionne comme une application native, avec plus de capacités, accessible instantanément et installable sur n'importe quel appareil, et cela à moindre coût? Bienvenue dans ce cours où nous allons apprendre les bases des applications web progressives. À la fin de cette vidéo, vous aurez des connaissances nécessaires pour transformer une simple application web à une application web progressive avec plus de fonctionnalités comme l'installabilité, le fonctionnement hors ligne, les push de notifications et bien d'autres techniques modernes de développement des applications web progressives. Ces cours est le meilleur cours pour apprendre les bases de PWAs pour tout développeur. Une application web progressive ou PWA pour Progressive Web App est un type d'application web qui offre une expérience utilisateur similaire à celle d'une application native tout en étant accessible via un navigateur web. En d'autres termes, le PWA combine les avantages des applications web et des applications natives en termes d'accessibilité par exemple. Cela veut dire que les PWA sont accessibles depuis n'importe quel navigateur sans installation requise. En termes de fonctionnalités natives, les applications progressives peuvent offrir des fonctionnalités semblables à celles des applications natives, telles que des notifications push, un accès hors ligne, un mode plein écran, une synchronisation à background, etc. En termes de performance, les applications progressives sont conçues pour être rapides et réactives, même sur des connexions lentes. Et enfin, en termes d'engagement, les applications progressives peuvent être installées sur l'écran d'accueil de l'utilisateur comme une application native et envoyer des notifications push pour inciter l'utilisateur à revenir. Alors, je sais que vous demandez c'est quoi la différence entre les PWA, les applications natives et les applications web. Commençons par les applications natives. Une application native est une application développée spécifiquement pour une plateforme donnée, en utilisant le langage et les SDK propres à la plateforme. Par exemple, pour créer des logiciels desktop, on a besoin de C++ par exemple. Par exemple, pour créer une application iOS, on a besoin de Swift. Pour une application Android, on a besoin de Java et de Kotlin. Alors ça, ce sont des applications conçues juste pour cette plateforme. Deuxièmement, pour les applications natives, ils offrent des performances et une intégration optimale avec les systèmes d'exploitation et les matériels de l'appareil. Pour les applications web, premièrement, ils fonctionnent dans un navigateur web et ne nécessitent aucune installation. Deuxièmement, les applications web sont développées à l'aide des langages web standards tels que HTML, CSS et JavaScript. Troisièmement, les applications web offrent une flexibilité et une portée accrue car elles peuvent être accédées depuis n'importe quel appareil avec juste un navigateur web. Et quatrièmement, il y a un accès limité aux fonctionnalités de l'appareil par rapport aux applications natives. Et c'est là que nous allons maintenant découvrir les applications web progressives. Elles combinent les avantages des applications natives et des applications web. Cela veut dire qu'elles offrent une expérience utilisateur similaire à celle d'une application native, tout en étant accessibles via un navigateur web. Elles peuvent être installées sur l'écran d'accueil de l'utilisateur et envoyer des notifications. Elles peuvent accéder à certaines fonctionnalités de l'appareil, mais pas à toutes les fonctionnalités, bien sûr. Pour suivre ces cours, vous devez avoir juste des bases en HTML, CSS et JavaScript. Sinon, vous pouvez suivre notre cours complet sur le développement web moderne dans la description de cette vidéo, mais aussi notre playlist sur JavaScript qui se trouve toujours dans la description. Alors, pour configurer notre projet, rendez-vous dans la description, il y a le lien GitHub. Alors, nous allons cloner ce projet. Pour ceux qui ne savent pas, cliquer sur Code. Alors, là-bas sur Code, vous allez cliquer sur Copier les liens. Alors, une fois les liens copiés, vous devez maintenant venir sur votre bureau ou à l'endroit voulu et ouvrir le terminal. Et une fois que vous avez déjà ouvert le terminal, vous devez taper cette commande git clone et puis les liens de notre projet qu'on a cloné. Alors, je vais faire git clone et puis je vais mettre les liens. Alors, ça va télécharger notre projet dans notre ordinateur. Et une fois c'est fait, je vais faire cd. Alors, le nom de mon dossier, c'est pwa-app. Alors, vu que j'ai utilisé Vue.js, je dois installer différents packages. J'ai utilisé aussi Firebase pour nous donner accès à différents services back-end. Alors, je vais installer ça. Alors, l'installation peut prendre beaucoup de minutes, dépend de votre connexion. Une fois c'est fait, je vais devoir maintenant lancer mon projet d'VS Code. Alors, il faut juste taper code espace point. Une fois VS Code est ouvert, maintenant je vais lancer l'application.
Alors, j'ai utilisé JavaScript et Firebase. Pour ceux qui n'ont pas encore travaillé avec Firebase, j'ai mis les liens dans la description. C'est notre série avec Firebase. Maintenant, je vais ouvrir mon terminal et je vais devoir lancer l'application. Pour lancer l'application avec Vue.js, je vais taper npm run dev. Alors voilà, j'ai mal écrit npm run dev. OK. Voilà, directement notre application vient de commencer. Alors, parlons maintenant un peu de la structure. Nous avons un dossier public et dans le dossier public, on a ajusté les logos. Nous avons les fichiers Hot.js, c'est là où j'ai mis quelques logiques d'authentification. Il y a Firebase, c'est là où j'ai initialisé Firebase. Il y a Firestore. Il y a Index.html, c'est là où il y a tous nos codes. Et donc, l'entièreté de nos codes HTML, la visualisation, c'est tout là où ça se trouve. Et dans Main.js, c'est là où il y a maintenant différentes fonctionnalités, les on-click, les événements, etc. Donc, c'est là où j'ai mis, disons, c'est ça, c'est qui pousse à ce que notre application puisse fonctionner très bien. Dans fichier navigation.js, c'est juste les fichiers dans lesquels j'ai mis différentes navigations. Par exemple, pour se déplacer vers l'onglet profil, etc. Alors, nous avons notre fichier CSS, c'est là où il y a notre mise en forme. Alors, j'ai utilisé le CSS moderne, bien sûr, cela veut dire là où j'ai défini les variables, j'ai utilisé les cascading, donc la mise en forme est imbriquée. Par exemple, au lieu de faire body main, au lieu de faire body.titre, alors j'ai imbriqué c'est ça dans body. Et ça, si vous n'avez pas encore suivi ça, je vais laisser les liens, il y a toujours les liens dans la description. C'est la vidéo récente qu'on a réalisée. Alors voilà, nous avons Vue.js, alors c'est là où il y a les différents affichages de nos applications, donc les différentes cartes pour les différents éléments. Alors je vais devoir lancer l'application, donc il faut cliquer sur les liens dans les terminaux. Voilà, l'application est là, je vais devoir me connecter. Alors tout ça c'est grâce à Firebase dont nous avons toutes ces fonctionnalités là, des connexions avec Google, etc. Maintenant je vais devoir choisir mon compte Gmail. Alors, une fois que je suis connecté, alors moi j'ai déjà ajouté quelques trucs dans mon compte. Alors pour vous, ça peut être vite. Alors moi, vu que j'ai déjà ajouté quelques données, alors je vais avoir mes différentes données. Voilà. J'ai tout ce qu'il y a là-bas, les différentes graphiques. Je peux ajouter un budget, je peux créer un budget par exemple. Je vais l'appeler Abi. Je vais mettre les montants. Donc c'est une application de gestion des budgets en quelque sorte. Alors une fois que j'ajoute, je peux voir que les données se sont actualisées. Voilà. Là, nous sommes en train d'utiliser Firestore pour acheter des données. Alors là, je peux ajouter une dépense. Donc là, j'ai choisi un budget. Et puis, je peux ajouter la dépense. Il y a différentes vérifications, etc. Voilà, il y a la dépense qui a été ajoutée et que tout marche à merveille. Maintenant, je peux voir les profils aussi. C'est ça, les fichiers navigation. C'est à quoi ça nous sert. Donc, on peut faire la navigation entre différents éléments. Alors, je peux me déconnecter. Voilà, c'est trop simple vraiment. Alors, pour les autres, vous allez faire face à cette interface ici. Alors, tout dépend du thème de votre ordinateur. Si une fois vous êtes dans les thèmes noirs, vous allez avoir ce que vous avez vu auparavant. Si une fois vous êtes dans les light modes, cela veut dire thème clair, vous allez maintenant avoir cet écran ici. Alors, je suis parvenu à faire ça grâce à mon code CSS. Alors, je vais essayer d'échanger, je vais vous montrer. Une fois je change dans les modes noirs, regardez ce que j'ai. Et si une fois je pars dans les modes clairs, c'est que ça va changer directement. Et ça, je l'ai effectué grâce à CSS. Il n'y a pas de code JavaScript. Alors, c'est dans les styles CSS. Vous allez voir, j'ai utilisé la propriété, les Media Query Preference Color Scheme. Donc, quelque part, voilà. Alors, Media Preferred Color Scheme. Alors, ça, ce sont les codes qui vont s'exécuter si une fois l'utilisateur a les modes dark. Donc, si une fois c'est les modes sombres, c'est les codes qui seront exécutés ou qui seront pris en charge. Commençons maintenant avec les choses sérieuses. Vous avez déjà configuré les projets. Alors, pour ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Alors, je vous ai dit que les applications progressives agissent comme des applications natives. Et l'une des caractéristiques des applications natives, c'est l'installabilité. Alors, comment rendre notre application web installable? Pour les applications progressives, il y a ce qu'on appelle les critères d'installabilité. Cela veut dire, pour rendre notre application installable, nous devons avoir besoin de quelque chose, de quelques fichiers pour que ça puisse marcher. Et ne vous inquiétez pas, on a juste besoin d'un seul fichier manifest.json et aussi de quelques icônes et on va rendre notre application installable. En parlant du fichier manifest.json, c'est juste un fichier contenant les métadonnées de notre application. Ça peut être les noms de l'application, la description de notre application, les modes d'affichage, la couleur thème, l'URL de début de notre application, etc.
Alors, sans vous attarder, je vais vous montrer comment implémenter ces fichiers dans notre application. Pour commencer, vous allez vous rendre dans notre projet, dans les dossiers publics. Nous allons devoir maintenant créer un fichier qu'on va appeler manifest.json. Alors c'est JS, voilà, JSON comme ça. Alors une fois c'est fait, la syntaxe est trop simple. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va juste ouvrir les accolades. Et là, on va commencer à mettre différentes propriétés. Par exemple, les noms de notre application. Là, je peux l'appeler budget app, tout dépend de vous. Je peux mettre les short names, cela veut dire pour les small screen, pour les petits écrans, qu'est-ce qu'on va afficher. Alors, je peux mettre juste, disons, si vous avez des short names, vous pouvez mettre ça. Donc, je peux par exemple mettre budget app en un seul mot. Alors, tout dépend de vous. Il y a des applications qui ont juste un petit nom, donc vous pouvez juste répéter, c'est pas grave. Alors vous pouvez définir aussi l'URL de début de votre application. Pour nous, c'est les slash, donc c'est l'index en quelque sorte. Alors je vais acheter d'autres propriétés, je vais vous montrer. Alors voilà, pour ces différentes propriétés, on a les noms, on a les first name, les theme color. Alors c'est la couleur thème de notre application. Alors par défaut, moi j'utilise toujours la couleur qui domine dans mon application. Par exemple, pour nous, c'était la couleur bleue. Alors c'est la couleur que je vais copier. Donc je vais venir ici dans style.css, je vais chercher cette couleur-là. Je vais devoir juste copier, voilà. Et je vais venir dans manifest.json, je vais devoir copier. Alors le background color, alors c'est la couleur des fonds lorsque l'application sera lancée qui sera utilisée. Donc voilà. Alors pour les displays, là il y a quelques types de displays. Si une fois je mets browser, c'est que mon application va se lancer comme un navigateur normal. Cela veut dire que ça va avoir toutes les touches de direction, etc. Alors, il y a trois displays les plus utilisés. Il y a les browsers, les standalone et surtout les full screen. Alors, les standalone est les plus utilisés parce qu'avec les standalone, notre application se lance comme une application normale ou desktop, native, soit une application mobile. Donc, on n'a pas les différentes touches de navigation du navigateur. Alors, pour les full screen, c'est beaucoup plus préférable pour les jeux, mais pour nous allons utiliser standalone. Alors, nous voulons que notre application puisse agir comme une application mobile normale. Donc, on ne veut pas voir les trucs là des navigateurs, etc. Alors, il y a aussi l'orientation. Vous pouvez choisir l'orientation de votre application, soit portrait. Il y a les stars URL, etc. Donc, c'est ça notre fichier manifeste pour le moment. Alors, je vais devoir enregistrer. Une fois que j'enregistre, je vais maintenant lier mon fichier index.html avec les fichiers manifest.json. Alors, je vais venir toujours dans head. Je vais faire link. Voilà, je vais commenter ça. Je vais mettre manifest. Ok, alors je vais maintenant devoir lier mon fichier avec le fichier manifeste. Donc je fais un link rel manifest, voilà. Alors là, si rel au lieu des style sheets comme on le faisait pour CSS, on va mettre manifeste, et les href, je vais mettre manifest.json. Alors lorsque vous travaillez avec Vue.js, une fois il y a un fichier dans public, ce n'est pas nécessaire de mettre /public parce que ce sera toujours disponible sans même mettre /public. Alors maintenant, nous devons lancer notre application et tester notre fichier manifeste. Alors, rendez-vous dans le navigateur, faites un bouton droit et inspectez. Alors là, nous allons ouvrir le Chrome Developers Tools. C'est un outil pour les développeurs qui permet de déboguer les applications web. Et ça, où même on trouve l'écho à la console pour JavaScript, etc. Alors, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie application. Ici, dans l'application, c'est là où nous allons beaucoup plus travailler pour les applications progressives. Premièrement, nous partons sur manifeste. Alors, cliquez sur manifeste, regardez directement, j'ai manifeste qui est là. Donc, on a déjà identifié mon fichier manifeste. Alors, il y a différentes erreurs qu'on va vous afficher là-bas. Nous allons régler ça un peu plus tard. Mais regardez directement, je vais un peu dézoomer. Voilà, l'identité de mon site web, il y a déjà les noms qu'on a détectés, les first names qu'on a détectés. Voilà, il y a les stats URL, l'URL de débit, il y a la couleur des thèmes, il y a la couleur, voilà. Ce qu'on a déjà identifié, c'est que j'ai mis dans mon fichier manifest.json. C'est déjà bon. Nous allons maintenant régler les différentes erreurs qui sont là. Alors, je vous ai dit, pour que notre application soit installable, il faut des icônes aussi. On a déjà les fichiers manifest, c'est bon. Maintenant, il est temps d'ajouter les différentes icônes. Si une fois vous lisez là-bas, on va vous dire qu'on manque des icônes. Alors, comment est-ce qu'on va parvenir à les faire? Notre application sera installée sur desktop, sur téléphone mobile, etc. Alors, l'icône qui est rendue sur desktop ne sera pas pareille sur les téléphones Android ou soit sur iOS. Ils doivent être différents et selon aussi les différents écrans. Si l'écran est trop grand, on doit choisir une icône qui est grande pour que notre application puisse être visible. Alors c'est pourquoi c'est toujours conseillé d'avoir différents types de logos, donc différentes sizes de notre logo pour que nous puissions rendre très bien notre icône, notre application.
Alors la plupart des gens galèrent juste pour trouver ces différents formats parce qu'on exige, il y a les formats 190, il y a les formats 512, etc. Et c'est difficile de trouver ce genre de choses. Alors, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, j'ai tout prévu pour vous. Je vais vous montrer comment est-ce que juste avec une seule ligne de code, vous pouvez générer tout ce dont nous avons besoin pour créer notre application progressive en termes d'icônes. Alors, nous allons utiliser cette bibliothèque ici, PWA Asset Generator. C'est une bibliothèque qui va nous générer tout ce dont nous avons besoin juste à partir d'un seul fichier. Alors, vous pouvez vous rendre là-bas sur package/PWA-Asset Generator. Alors, vous pouvez lire les différentes descriptions là-bas. C'est un package qui va nous générer tout ce dont nous avons besoin, les différents splash screens, etc. Alors, sans pour tarder, nous allons installer ça. Donc, je vais faire npm install PWA Asset Generator. Je vais copier ça. Je vais ouvrir VS Code. Et maintenant, je vais lancer un nouveau terminal. Alors, je vais maintenant coller juste ce que j'ai copié. Donc, je vais faire là-bas. OK. Je vais devoir installer. Vous devez avoir toujours une connexion Internet. OK. Alors, une fois terminé, il est temps maintenant de générer nos différentes assets. Alors, pour commencer, je vais me rendre ici dans le navigateur. Je vais copier cette deuxième syntaxe. Donc, dans l'exemple, toujours dans PWA Asset. Je vais copier le deuxième exemple. Alors, je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Je vais venir, je vais coller. Alors là, je vais commencer d'abord la commande avec npx. Ça seulement, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut que je commence avec npx. PWA Asset Generator. Alors, je dois fournir à PWA Asset Generator, premièrement, les fichiers sources. Cela veut dire les logos. Alors, mon logo se trouve dans public/logo.png. Donc, ce que je vais faire. Et à part cela, je veux qu'après la génération de ces images, qu'on puisse directement injecter ces images dans mes fichiers. Donc, je ne veux pas que je puisse commencer à faire ça manuellement encore seul. Alors, c'est pour cela que j'ai fait -i, c'est pour indiquer l'index de mon fichier HTML. Et -m, c'est pour un fichier, en fait, pour indiquer là où se trouve mon fichier manifest.json. Alors, une fois que je termine, je peux ajouter la couleur de fond qu'on va utiliser. Donc, lors de la génération, quelle couleur de fond je veux parce que mon logo est un PNG. Alors, il faut que je puisse donner la couleur de fond. Alors, je vais mettre ça. Donc, la couleur que j'utilisais, la couleur bleue. Alors, une fois c'est fait, alors pour terminer, je vais maintenant ajouter les dossiers de destination. Alors, je veux qu'on puisse mettre toutes les images qu'on va générer toujours dans les dossiers publics. Donc, je vais mettre espace point barre public. Voilà. Là, c'est juste cette syntaxe-là qui va tout nous donner. Ça va générer tout pour nous. Donc, il y a npx, PWA Asset Generator. J'ai fourni les liens des logos. J'ai fourni les liens de l'index. J'ai fourni les liens des manifestes. La couleur de fond qui sera utilisée ainsi que les dossiers de destination. Alors, je vais valider. On va voir ce que ça va donner. Alors, il faut la connexion, bien sûr. On doit patienter un peu, juste quelques minutes. Voilà, ça commence à générer pour nous. Ok, regardez, il y a des images qui sont en train d'être générées dans le dossier public. Alors, il y a une petite erreur. Oh, voilà, je vais mal écrit. Je ne vais pas donner. Donc, manifeste se trouve dans public. Je ne vais pas donner ça. Donc, je vais essayer un peu d'effacer ce qui se trouve là-bas. Alors, je vais reprendre la même commande, sauf que je vais venir modifier ici sur manifeste. Ça se trouve dans le dossier public. Donc, je vais faire .public/manifest.json. Alors, je vais aussi mettre encore enter. Donc, vous ne pouvez pas, bon, ce n'est pas nécessaire de supprimer ce que vous avez déjà créé. Alors, je vais juste lancer encore la commande. Ça va overwrite. Donc, ça va encore, disons, supprimer ce qui était avant. Ça va encore générer des nouveaux assets. Alors, je vais patienter un peu. Voilà, ça génère tout. Ok. Alors, vu qu'il n'y a pas d'erreur, c'est que tout s'est bien passé. Alors, regardez. Je vais maintenant venir ici dans mon dossier. Regardez, j'ai toutes ces images qui sont là. Alors, je vous ai dit que mon icône était un PNG. C'est pour ça que j'ai défini la couleur de fond. Regardez, c'est la couleur de fond bleu qui vient d'arriver. Il y a mes deux icônes de 190 et 512 qui viennent d'être générées. Alors, il y a une icône pour desktop, peut-être pour mobile. Et il y a mon logo qui est là. Je vais venir ici dans les codes. Je vais vous montrer. Je vais venir ici dans... Je vais voir les modifications qui ont été apportées dans mes fichiers. Alors, regardez dans index.html. Une fois vous voyez très bien, il y a des codes. Regardez, ces codes ont été ajoutés
Voilà, donc je n'ai rien fait, mais ça ajuste tout de même les URL, donc les href, ça correspond à ce qu'on a défini. Donc ça fait pour nous, cette bibliothèque, ça facilite la tâche beaucoup même. Alors je vais me rendre aussi dans les fichiers manifest.json pour voir ce qui a été ajouté. Alors je vous ai dit qu'on a besoin des icônes dans notre fichier manifest. Et regardez, automatiquement, on a tout mis, on a mis les règles des icônes dans notre fichier manifest.json. Alors regardez, c'est qu'on a mis même les différentes sizes, et donc je n'ai rien fait et tout a été fait automatiquement. Alors ça va vous permettre de gagner beaucoup plus de temps. C'est une technique que je vous conseille d'utiliser vraiment pour gagner beaucoup plus de temps. Il est temps maintenant de voir dans notre navigateur ce que ça va donner. Alors regardez, automatiquement j'ai cette icône d'installer qui vient d'apparaître. Cela veut dire que je peux installer mon application. Alors je vais inspecter, je vais venir dans application, je vais voir les fichiers manifestes. Alors j'ai quelques erreurs, ne vous inquiétez pas, on va régler ça. Alors regardez ce que j'ai. Donc maintenant j'ai mes différentes icônes qui sont reconnues déjà par le navigateur. Alors là vous pouvez voir comment ça va s'afficher sur les téléphones, par exemple pour les pixels ou les différents téléphones qui rendent en rond les icônes. Alors il faut choisir très bien vos icônes, bien sûr. Vous pouvez voir comment est-ce que ça va rendre. Et aussi nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut tester si notre application est déjà installable. Alors oui, il y a cette icône qui peut être là, mais il y a des fois que l'icône n'est pas là, qui vient un peu en retard. Alors là, nous allons découvrir le Lighthouse. Le Lighthouse, c'est un élément, un outil des navigateurs, de dev, tout ce qui va nous permettre de débugger notre application. Donc en termes de performance, ça va nous permettre de voir comment est-ce que SEO, etc. Et aussi Progressive Web App. Donc on peut tester notre application en termes de performance, d'accessibilité, etc. Alors je vais cliquer sur Analyze Page Load. Alors je vais attendre juste quelques minutes, donc ça va tout analyser pour nous, ça va nous donner les pourcentages de performance, ça va nous donner les pourcentages d'accessibilité, ça va aussi nous dire si une fois notre application est déjà une PWA ou une application progressive. Alors je vais attendre, voilà. Une fois ça termine, ça va nous donner un rapport détaillé de notre application. Voilà, directement notre rapport est là. Alors, vu que je suis dans les modes développeur, c'est pour cela que vous allez voir des métriques pareilles. Donc, j'ai 89, mais en réalité, il faut que ce soit en vert. Alors, voilà. Une fois que vous partez, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est en question des performances. Alors, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est la partie les PWA. Alors, ça, c'est en question de performance, accessibilité, best practice, les SEO, etc. Je vais descendre. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est les PWA. Et regardez, automatiquement, comme vous pouvez le voir, c'est en vert. Si une fois ce n'est pas en vert, c'est que ce n'est pas encore installable. Alors regardez, exactement me dit que tout est en vert, c'est que je peux installer mon application sans problème. Sauf qu'il y a une petite erreur là-bas, donc il manque quelque chose. Alors on me dit que je ne vais pas spécifier ça, les theme color. Alors les theme color, bien sûr que je l'ai spécifié dans manifest.json, mais il faut aussi que je puisse ajouter ça dans HTML. Alors c'est trop simple, je vais copier cette ligne ici, je vais venir dans mon fichier index.html, donc je vais venir dans mon navigateur. Alors d'index, je vais coller. Et puis je vais ajouter les contents, maintenant les contenus. Les contenus, je vais juste ajouter la couleur bleue. Alors cette couleur ici, ça va nous aider lors de l'affichage pour le statut bar pour les téléphones mobiles. Alors vous pouvez tester ça, vous allez voir. Donc je vais ajouter ça là-bas dans l'index. Alors une fois c'est fait, je vais enregistrer. Et je vais revenir encore dans mon navigateur. Maintenant, dans mon navigateur, je vais encore recommencer avec les tests. Donc, je peux effacer tout. Et alors, je vais désactiver. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin que le processus puisse aller trop vite. Donc, je vais juste cocher Progressive Web App. Je vais analyser. Je vais voir ce que ça va donner. Ok, je patiente un peu. Ok, directement, tout est en vert, c'est que je peux maintenant installer sans problème mon application reconnue comme application web progressive. Alors, maintenant, vous pouvez venir là-bas sur l'icône dans la barre des recherches et cliquer là-bas. Alors, regardez, on vous demande d'installer. Alors, n'installez pas maintenant, on va essayer un peu d'ajouter quelque chose de plus intéressant. Alors, il y a ce site web Scott. Alors, ce site web est une application qui permet en fait de supprimer les backgrounds sur différentes images, etc. Et c'est une application progressive. Mais ce qui est intéressant à regarder quand je clique sur installer, directement m'affiche les différents screenshots de l'application. Alors, ça c'est une très bonne expérience que vous pouvez donner à vos utilisateurs. Mais comment est-ce qu'on va parvenir à faire ceci dans notre application? Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer, toujours dans les fichiers manifest.json. Voilà, pour commencer, je vais commencer par faire des captures de mon application. Alors, je vais utiliser les sniping tools de Microsoft, donc je ne vais pas aller trop long.
Voilà, je vais cliquer sur New. Je vais juste faire la capture de cet écran. Alors, vous pouvez faire la capture des différents écrans comme vous voulez. Alors, moi, je vais prendre premièrement l'écran d'accueil. Je vais enregistrer. Alors, je vais enregistrer ça dans les dossiers publics de mon projet. Donc, je vais chercher où se trouve mon projet. Je vais enregistrer ça dans les dossiers publics. Alors, vous allez faire des autres captures. Alors, vous allez choisir les parties de votre choix de l'application que vous voulez exposer. Alors, moi, je vais faire ça rapidement. Alors, vous allez faire comme ça. Alors, pour les autres, vous allez faire desktop 2 et 3. Donc, on a besoin de 3 captures pour les desktop. Voilà, je viens de terminer avec mes 3 captures pour les desktop. Donc, j'ai la version claire et thème sombre. Donc, ça va déjà pour moi. Alors, nous allons voir pour les téléphones mobiles. Alors, moi, j'ai une extension qui va me permettre de faire tout cela. Ne vous inquiétez pas, c'est une extension Chrome. Vous pouvez l'installer. Alors, vous pouvez partir sur Google et taper mobile. Voilà, je vais taper... Ok, donc il faut taper mobile emulator, voilà, simulator, excusez. Donc il faut cliquer sur le premier résultat, c'est une extension de Google Chrome. Alors c'est ce que je vais installer cette extension là, ça va me permettre d'avoir différents écrans dans mon navigateur. Donc ça va simuler mon site web dans différents appareils. Alors voilà, je peux même télécharger la capture de mon application sans problème. Alors une fois que vous l'avez déjà installé, vous allez juste lancer ça. Alors, lorsque j'ai déjà lancé ça, je vais juste venir et faire la capture. Donc là, il y a là où je peux faire la capture. Donc, screenshots with a frame. Donc, on prend la première option. Regardez, directement, j'ai la capture. Je vais télécharger ça. Alors, je vais télécharger 3 images aussi pour les téléphones mobiles. Alors, une fois que j'ai terminé à télécharger mes trois images, je vais copier ça. Donc, je vais copier ça. Je vais venir dans mon dossier toujours. Je vais devoir coller ces 3 fichiers dans les dossiers publics. Alors, je vais renommer ça mobile 1, mobile 2, mobile 3 comme je l'ai fait pour desktop. Alors, voilà, je vais faire cela pour mobile 1. Je veux aussi mobile 2, mobile 3, etc. Voilà. Alors, vous pouvez renommer ça. Je vais encore essayer un peu de les faire trop rapidement. Alors, une fois terminé, il faut que ces images pour desktop puissent avoir la même taille. Alors, si une fois ça n'a pas la taille que la première image, c'est qu'il y aura toujours une erreur. C'est pour cela que je vais vous montrer comment est-ce que moi je procède pour faire ça. Alors, je vais partir dans le navigateur. Je vais devoir visiter un site web qui va m'aider à faire tout cela. Alors, je vais venir ici, je vais taper, donc je vais d'abord quitter ces modes. Il y a Image Resize, donc c'est une plateforme qui va permettre de redimensionner différentes images selon la taille voulue. Alors, je vais devoir choisir maintenant les fichiers, donc je vais d'abord choisir la deuxième capture d'écran. Alors, pour les desktop, voilà, je vais choisir ça. Et ça doit être ça doit avoir la même taille que la première capture. Donc je vais venir ici. Et une fois c'est fait, je vais décocher. Donc je vais pas bloquer ça. Et puis je vais maintenant taper 1919. Et là pour les premiers écrans, j'ai quoi? C'est 900 combien? Je vais partir de la propriété pour voir les différentes tailles de cette image. Donc partir dans le détail. C'est là où il y a tous les détails de cette image là. Vous pouvez voir ça. Donc je vais essayer de copier ça et je vais partir et taper ça. Donc ça sera 957. Voilà, je vais choisir transparent et puis je vais maintenant redimensionner l'image. Je vais patienter un petit... voilà, je vais télécharger maintenant l'image. Ok, alors vous pouvez faire aussi ça, même processus pour l'autre image, même taille. Donc je vais faire ça rapidement.
Voilà, je viens de terminer à télécharger. Alors, je vais venir dans les dossiers téléchargement. Je vais copier mes deux captures. Alors, je vais y partir et les coller dans mon dossier public de mon projet. Donc, je vais partir sur les bureaux. Voilà, dans public, je dois faire juste les copier-coller. Alors, je vais remplacer. OK. Alors, maintenant, nous allons retourner dans Visual Studio Code. Comment est-ce que nous allons ajouter ça dans manifest.json? Alors, après les icônes, nous devons ajouter alors un autre tableau qu'on va appeler les screenshots. Alors, je vais appeler ça screenshot. Et dans screenshots, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce qu'on va mettre dedans. Voilà, alors ce qu'on va mettre dedans, je vais simplement décoller ces petits bouts de code ici. Alors, je vais mal taper, je vais voir, j'ai mis une erreur. Alors, je vais coller ça dedans, dans les accolades. Ok, alors je vais supprimer ce qui est en bas. Alors voilà, c'est ce que nous devons mettre dans notre array des screenshots. Alors je vais mettre l'URL de l'image. Donc je peux mettre par exemple, vu que c'est dans le même dossier. Alors public slash, je mets desktop, je commence par les desktop, donc .png. Voilà, alors vu que c'est dans le même dossier, je sais que ça, je n'ai pas besoin de mettre là public encore. Donc je vais mettre ./desktop 1. Alors, je vais aussi définir la taille de l'image. Donc, c'était 1919, je crois, fois 957. Ok, une fois c'est fait, je vais maintenant dupliquer simplement cette ligne pour les faire. Donc, je vais aussi changer GIF, je vais appeler ça PNG. Alors, je vais juste dupliquer cette ligne. Pour faire ça, sélectionner la ligne et faire Shift et puis touche de direction vers les bas pour dupliquer ça par 2. Donc, je vais maintenant faire 2 et voilà. Là, je viens de terminer avec desktop. Maintenant, prenons la partie sur les mobiles. Donc, pour les mobiles, je vais devoir dupliquer ça, sauf que je vais maintenant changer juste les noms ainsi que la taille. Alors, je vais juste appeler ça mobile 1. Ok, une fois que j'ai mobile 1, je vais maintenant changer la taille. Je vais voir la taille de ces écrans pour les mobiles, pour les captures des mobiles. Alors, je vais voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai la taille. Maintenant, je vais partir et écrire ça dans notre fichier manifest.json. Voilà pour la longueur, la hauteur et la longueur, la largeur plutôt. Voilà, je vais devoir maintenant dupliquer ça 2 fois encore pour que je puisse avoir accès à d'autres screenshots. Alors voilà, ce sera 3. Alors, je vais devoir supprimer la virgule qui est là. Ok, maintenant, je vais enregistrer ce que là, nous venons de terminer avec notre partie sur les screenshots. Maintenant, vous devez être à mesure de voir différentes images lors de l'installation de votre application. Alors, je vais devoir fermer ça. Nous allons tester. Alors, je vais fermer ça. Je vais venir dans mon application. Alors, je vais partir dans les menus débogage, donc dans les Chrome DevTools. Et une fois dans les Chrome DevTools, je vais maintenant tester une fois Manifest à détecter mes différents screenshots. Alors, je vais descendre un peu, voilà, je vais descendre. Ok, regardez directement, il y a nos screenshots qui sont là, donc Chrome a détecté déjà nos éléments. Alors, je vais fermer ça, je vais cliquer sur les boutons installation, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, automatiquement, nous avons des captures d'écran. Alors, pour rendre ça beaucoup plus intéressant, vous pouvez ajouter la propriété description. Alors, pour ceux qui veulent, peuvent installer ça, tout comme vous pouvez ajouter la propriété description. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé l'application. C'est que c'est l'application déjà en mode standalone. Cela veut dire ça agit comme un logiciel de bureau directement. Alors, une fois c'était pour les téléphones mobiles, ça serait aussi pareil. Donc, ça devrait agir comme une application mobile native. Voilà, c'est que j'implie les onglets, etc. Donc, ça ne marche plus. Donc, là, je suis en mode standalone. Alors, félicitations pour ceux qui viennent d'arriver à ce niveau ici. Alors, on va passer à la deuxième étape. Alors, tout au début de ce cours, je vous ai dit que les applications progressives nous donnent de super pouvoirs. L'installation n'était qu'une seule partie, juste une petite partie. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire pour que notre application puisse être accessible hors ligne? Pour que notre application puisse être à mesure de faire des push de notifications, faire des backgrounds de synchronisation et tous les restes. C'est là que nous allons alors faire écho à ce qu'on appelle les service workers. Alors, c'est quoi les service workers? Un service worker est un script JavaScript spécial qui agit comme un intermédiaire entre votre application web, les navigateurs et les réseaux.
Alors son objectif est d'améliorer la fiabilité et les performances de votre application web. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment est-ce que ça marche tout de suite. Alors avant de commencer, il faut savoir que le service worker a un cycle de vie. Alors c'est un fichier qui va nous permettre de contrôler notre application, de contrôler les différentes requêtes, etc. Alors pour qu'on commence à utiliser le service worker, la première des choses c'est l'enregistrer. Et après l'enregistrement, on doit maintenant l'installer. Après l'installation, on doit maintenant l'activer pour que ça puisse prendre le contrôle de notre application. Sans pourtant tarder, nous allons passer à la partie pratique pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Alors, maintenant, je vais commencer par d'abord fermer les différents fichiers ouverts. Alors, une fois c'est fait, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler Service Worker ou SW pour faire simple. Donc, Service Worker. Alors, c'est un fichier vide. Alors, maintenant, je vais partir dans main.js. Je dois maintenant enregistrer mon Service Worker, ces fichiers là-bas. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste créer, je vais commenter ça. Donc, dans main.js, c'est là où je vais me rendre. Alors, 31e ligne de code, je vais enregistrer les Service Worker. Alors, vous pouvez les faire aussi dans les fichiers index.html, dans script. Alors, tout dépend de vous. Alors, moi, je préfère mettre ça dans main.js. Alors, vous pouvez les mettre là en bas. Alors, moi, je vais mettre ça dans main.js. Alors, il y a une fonction que je vais exécuter qui va permettre d'enregistrer les service workers. Alors, je vais copier ça. OK, c'est la fonction que j'ai appelée register. Alors, premièrement, on commence par tester est-ce que les service workers existent dans le navigateur parce qu'il y a des navigateurs qui n'acceptent pas ça. Alors, donc, on va tester. Après les tests, nous allons maintenant enregistrer les service workers et on met directement les noms du service worker. Par exemple, sw.js. Et c'est ça la ligne là-bas qui est des registrations. Alors, une fois ça vient de marcher, une fois on a reconnu notre fichier sw.js, directement on va faire console log que le service worker a été enregistré avec succès. Et si une fois on ne met rien du tout, directement là, bon, on doit avoir une erreur. Voilà, c'est ça l'erreur. Alors, je vais mettre console.log. Au lieu de show result, ça va être console.log. Et aussi là en bas, ça doit être console.log. Alors, voilà, c'est qu'avec ces bouts de code, on sera en mesure d'enregistrer les service workers dans notre navigateur. Alors, je vais lancer l'application, je vais enregistrer ça et c'est toujours mieux d'enregistrer les service workers lorsque l'application est en train de se lancer. Donc, je vais ajouter un événement qui va écouter lorsque les navigateurs, donc lorsque je vais lancer la fenêtre, directement, ça va commencer à enregistrer les service workers automatiquement. Donc, ça sera windows.add_event_list, non? Et l'événement que je veux écouter, c'est les loads. Cela veut dire lorsque notre document sera en train de loader les chargements. Voilà. Alors, je vais enregistrer, je vais ouvrir mon application. Alors, je vais devoir partir dans Chrome. Je vais lancer mon application. Voilà, parce que ça se trouve encore. Alors, je vais devoir ouvrir le terminal et cliquer sur les liens encore. Ok, mon application est là. Je vais faire un bouton droit. Je vais partir dans la console pour voir ce qui est affiché dedans. Alors, dans console, regardez, directement me dit que le service worker est déjà enregistré. Alors, je vais partir d'application. Et regardez, après manifeste, on a service workers. Voilà. Directement, comme vous pouvez le voir, il est en vert. On me montre déjà que le fichier est déjà là et c'est déjà activé. Alors, félicitations à vous pour l'enregistrement de votre premier service worker. Alors, lorsqu'on fait l'enregistrement, il y a des événements qui se passent. Il y a premièrement l'installation et l'activation. Alors, je vais essayer de simuler une situation où le service worker est mal placé, donc l'emplacement est mal choisi. Alors, je vais devoir lancer une nouvelle fenêtre dans laquelle je vais lancer mon application. Comme ça, je vais venir là-bas, je vais tester si ça va marcher. Donc, je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir la console, donc je vais tester ce qu'il y a dedans. Et regardez directement, j'ai une erreur. Donc, le service worker n'a pas été reconnu. Donc là, déjà, il y a une erreur, ça ne peut pas marcher. Voilà. Alors, il faut toujours vous rassurer de bien placer votre service worker au route de votre projet. Voilà, je vais supprimer, donc je vais revenir comme c'était auparavant.
Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire dans Service Worker. La première des choses, je vous ai dit qu'il y a des événements qui se passent, l'installation et l'activation. Alors, lors de l'installation, on peut installer ça et décider ce qui va se passer dans l'installation. Donc, lorsqu'on l'appelle comme ça se passe automatiquement. Alors, on peut spécifier d'autres instructions qui peuvent se passer. Par exemple, c'est lors de l'installation, on peut se dire qu'on veut garder différents fichiers. Lors de l'installation, on veut faire ceci. Alors, je vais faire pour l'instant console.log. Alors, ici, j'utilise self.add-event-list et puis je mets l'événement install. Alors, lorsque le fichier sera en train d'être installé, le service worker, je vais faire par exemple l'installation en cours. Et puis, lors de l'activation, ça sera self.add-event-list. L'événement sera activate. Et puis, l'événement, je peux mettre par exemple pour la console, je peux mettre activation. Je peux mettre activer. Attends. Activation du service workers, voilà, activation ici. Alors voilà, ça simplement, alors avec ces fonctions, on peut exécuter d'autres instructions dans ces fonctions-là, lors de l'installation, lors de l'activation de notre service worker. Je vais vous montrer comment est-ce que ça marche un peu plus tard. Alors, je vais d'abord vous montrer comment est-ce que je peux parvenir à faire ça. Donc, je vais devoir supprimer les données de l'application. Alors, je vais cliquer à Website Data. Je vais alors ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là, je vais copier, je vais lancer l'application. Je vais partir dans Inspecter. Alors, dans Console, regardez directement l'installation en cours et l'activation en cours. C'est qu'on peut déjà faire d'autres instructions dans nos différentes fonctions. Regardez directement le Service Worker est activé. Donc, ça a déjà le contrôle de notre site web. Alors, une fois le Service Worker a déjà le contrôle de notre application web, on peut faire beaucoup de choses. La première des choses qu'on va découvrir, c'est les offline supports. Les offline supports, c'est un processus qui va nous permettre de rendre accessible hors ligne notre application web. Alors, pour que tout soit disponible, nous allons utiliser ce qu'on appelle les caches API. Alors, les caches API a été créé pour permettre aux service workers de mettre en cache les requêtes réseau afin qu'ils puissent fournir des réponses rapides, quelle que soit la vitesse ou la disponibilité des réseaux. Alors, ce qu'on peut mettre en cache, il y a les fichiers HTML, CSS, JavaScript. Peut-être on peut aussi mettre en cache des images, on peut mettre en cache des polices, on peut mettre en cache des données API, etc. Alors, lorsqu'on met en cache ces données-là, cela veut dire qu'au lieu que l'utilisateur puisse partir à chaque fois sur les réseaux pour rechercher les données, on peut juste lui servir ce qui est déjà dans les systèmes cache. Donc dans les caches API, c'est que le navigateur a déjà stocké. Et comme ça, là, même si l'utilisateur a une connexion mauvaise, même s'il n'est pas connecté, il peut toujours avoir accès aux différents documents, aux différentes ressources de notre application web. Alors, nous allons voir en pratique comment implémenter ça. Voilà. Pour commencer, nous devons placer les caches dans l'événement install. C'est là où on doit d'abord cacher les données que nous allons rendre. Alors, ça n'intervient pas lors de l'activation, mais c'est lors de l'installation. Alors, la première des choses que je vais faire, je vais d'abord lister les éléments que je vais cacher. Les ressources que je vais cacher, ça peut être un URL, ça peut être un document, ça peut être une image, etc. Alors, c'est un tableau. Dans ce tableau, par exemple, je vais cacher, vu que moi j'ai qu'une seule page, donc je peux cacher la page slash. Je peux cacher différents fichiers HTML, JavaScript, CSS, fichiers JSON. Je peux stocker aussi des images, etc. Donc pour mon cas, je prends juste un exemple, les slash. Alors vu qu'index, c'est ça l'URL de début. Alors je n'ai pas besoin encore de répéter ça. Alors je mets main.js. Alors je peux ajouter aussi les logos parce que je vais utiliser les logos dans mon application. Donc, je vais mettre slash public et puis slash logo.png. Voilà ce que je vais faire. Et puis, je vais enregistrer. Alors, une fois que j'ai les URL, alors vous allez le voir là-bas, je peux stocker d'autres images. Alors, j'ai juste besoin du logo pour les moments. Voilà. Alors, je vais devoir commencer maintenant les caches. Alors, l'événement ici a une fonction, une méthode qu'on va appeler wait until. Donc c'est juste on va dire à cet événement d'installation d'attendre jusqu'à ce que les caches puissent terminer. Donc je vais faire event.wait until et puis je vais maintenant passer la logique qui va concerner les systèmes de cache. Donc je vais alors commencer à cacher toutes les ressources qui se trouvent dans mon tableau. Alors c'est là que comment est-ce que je vais procéder? Je vais faire cache. Alors, c'est vu que c'est une API JavaScript, donc c'est disponible. Alors, je vais venir ici dans la fonction, voilà. Maintenant, je vais devoir exécuter. Je vais faire cache
cache.open. Donc je vais ouvrir un nouveau cache. Et là, je vais maintenant passer les notes de ces caches. Par exemple, je vais appeler ça budget cache. Et ça sera par exemple la première version. Donc je mets 21. Parce qu'au fur et à mesure qu'on met à jour nos données, ça, on peut actualiser. Alors, je vais faire .zen parce que c'est une opération asynchrone. Alors, pour chaque cache, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ajouter, je vais retourner, donc je vais ajouter mon URL. Là, je vais faire return cache. Voilà, regardez, il y a différentes méthodes qu'on me propose. Alors, add, c'est juste pour un seul fichier. Alors, vu que je vais ajouter plusieurs fichiers, je vais faire add all. Et puis, je mets juste l'URL de ce que je vais cacher. Et voilà, c'est tout. C'est trop simple comme ça. Alors, je vais enregistrer. Une fois que j'enregistre, je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà, c'est ça l'appel avec les caches. Ça va cacher tout ce qui est là-bas. Alors, je vais enregistrer, je vais partir dans mon navigateur et voir ce que ça va donner. Voilà, je vais venir ici dans inspecter, voilà. Alors la première des choses à faire d'abord, c'est de supprimer l'ancien service worker parce que ça enregistre les service worker par défaut. Et regardez, c'est qu'on me dit qu'il y a un service worker qui est en attente. Alors je vais devoir d'abord, voilà, je vais devoir supprimer. Donc je vais stopper l'ancien service worker et lancer l'autre service worker, puis je vais actualiser. Alors, une fois c'est fait, ici dans l'application, il y a ce qu'on appelle les caches. Alors, vous pouvez voir les caches storage. C'est là nous allons venir pour voir ce qu'on a caché. Regardez, automatiquement, on a notre cache que l'on a créé. Et regardez ce qui se trouve dedans. Regardez, quand je mets sur slash, directement, on m'apporte les contenus de mon application. Et bien, pour d'autres fichiers, c'est pareil. Alors, vu que d'autres fichiers, ce ne sont pas des documents, vous n'allez pas voir les contenus. Mais pour l'image, vous allez voir, oui. Alors, lorsque nous venons de cacher nos données, ça se trouve déjà dans notre navigateur. Cela veut dire que nous pouvons maintenant gérer les requêtes. Lorsqu'on demande une requête, au lieu de partir vers directement les réseaux, on peut juste décider de servir la requête qui se trouve dans les caches storage. Alors, on va voir comment faire ça très bientôt. Alors, dans notre fichier sw.js ou service-worker.js, il y a un événement que nous allons listen. Donc, on va intercepter les différentes requêtes réseau. Alors, je vais mettre les commentaires. Et là, nous avons écouté l'événement fetch. À chaque fois qu'il y aura l'événement fetch dans notre application, on peut se décider qu'est-ce qu'on va faire. Donc, je vais faire save.add event listener. Et puis là, je peux mettre par exemple le fetch. Donc, à chaque fois qu'on va rechercher des données, alors l'événement là, ça va prendre en paramètre des éléments. Donc, pour l'événement, on peut se décider premièrement. Je peux faire console.log requête interceptée et puis je vais mettre aussi la requête que je viens d'intercepter. Alors, je vais mettre virgule event. Puis je vais pour request period. Donc, je vais faire en console.log l'URL que je vais intercepter. Alors, l'événement a une fonction qu'on appelle response with. Ça veut dire, je peux me décider. Alors, à chaque requête, je veux que tu puisses répondre avec ce qui se trouve dans la cache. J'ouvre les caches, je vais tester. Est-ce que la requête là match avec quelque chose qui se trouve dans notre cache? Alors, si c'est vrai, directement notre application va rendre ce qui se trouve dans les caches. Sinon, je laisse passer maintenant les fetch sur les réseaux. Donc, c'est en bref, c'est cette ligne là-bas. Voilà, c'est comme ça qu'on règle ça. Donc, avec ces lignes de code ici, notre application pourrait rendre même hors ligne, peu importe la connexion. Donc, on va juste rendre les données qui sont déjà stockées dans notre mémoire cache. Il est temps maintenant de tester ce que nous venons d'implémenter. Alors, nous allons partir dans inspecter. Voilà, je vais partir dans l'application. Je vais d'abord désactiver l'ancien service worker. Donc, qui est en attente, je vais activer ce qui est en attente. Donc, je vais cliquer là-bas. OK, notre nouveau service worker est déjà disponible. Alors, je vais devoir effacer l'ancien cache. Donc, ce que j'ai caché auparavant, je vais supprimer ça. Alors, voilà, ce bouton droit et puis supprimer. Alors, je vais devoir actualiser. Alors, vu qu'il n'y a pas rien dans les caches, je peux juste créer, je peux ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre. Donc, je vais essayer d'actualiser, voir si une fois les caches vont être enregistrées. Jusque-là, il n'y avait rien dans les caches. Alors, je vais devoir ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, je vais actualiser, je vais partir bouton droit, je vais partir d'inspecter, je vais voir ce qui va se passer. Alors, je vais attendre un peu. Voilà. Apparemment, ça n'a pas encore installé. Mais si une fois partout dans la console, regardez, directement, il y a des routes interceptées. Donc, il y a tous ces routes-là. Donc, ce sont des requêtes que notre application est en train de faire. On peut faire des requêtes pour chercher un fichier JSON, un fichier JavaScript, un fichier HTML, un fichier CSS, etc.
Alors, toutes ces routes-là, on peut les intercepter si une fois ça se trouve dans notre cache. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là-bas. Donc, une fois les données seront cachées, on peut directement répondre avec ces éléments dans les caches. Alors, je vais faire if response. Donc, je vais essayer de voir si une fois la réponse est là, la réponse du cache. Donc, une fois la réponse existe, ça va afficher dans la console que c'est la réponse du cache. Alors, je vais devoir encore désactiver les service work actuels et activer les nouveaux service work. Voilà. Une fois j'enregistre, je vais passer maintenant dans la console pour voir ce qui va se passer. Je vais actualiser. Alors, là où il y a réponse du cache, cela veut dire que ce sont les données qui proviennent du cache. Alors, si une fois vous voyez très bien notre fichier style.css n'a pas été reconnu, donc apparemment il y a un petit souci avec notre caching. Voilà, alors ce que nous allons faire c'est quoi? C'est que parfois les caching peut être un peu compliqué. Vous essayez de cacher ceci mais ça ne marche pas, etc. Et c'est là que, regardez, on a tout caché, on a les fichiers style.css, on a les fichiers logo, etc. Mais les CSS ne s'appliquent pas. Mais ce qui est important là-bas, c'est que notre application peut être rendue hors ligne. Cela veut dire je vais un peu simuler, les offline modes. Je vais actualiser. Regardez, ça marche toujours. Alors, pour régler ces problèmes-là, nous allons devoir utiliser ce qu'on appelle le workbox. Alors, le workbox va nous permettre de gérer notre caching. Comment est-ce qu'on va cacher nos différentes données? Alors, le workbox est un ensemble de modules qui simplifient les interactions courantes avec les service workers, en particulier la gestion des routages et la mise en cache. Alors, ce sera difficile de vous expliquer le workbox parce que le workbox en soi travaille beaucoup plus avec le bundler Webpack. Alors, le bundler, c'est juste un outil qui nous permet de combiner plusieurs fichiers JavaScript à un seul fichier. Par exemple, lorsque nous utilisons les modules, alors les bundlers vont nous permettre de gérer ça, juste à générer un seul fichier qui sera compressé par le navigateur. Alors, pour nous sommes en train d'utiliser Vite. Alors, Vite avec Webpack, il y a une différence. Mais ne vous inquiétez pas, Vite.js a un plugin qu'on va utiliser et ce plugin ne nécessite aucune configuration. Juste, on va indiquer là où se trouve notre fichier manifeste, la méthode de caching que nous voulons effectuer, le fichier que nous voulons cacher et c'est tout. On va terminer. Alors, sans vous attarder, je vais vous montrer comment est-ce que ça marche. Alors, nous allons utiliser PWA Vite plugin. Je vais laisser les liens dans la description. C'est un plugin qui va nous permettre de faire ça juste à quelques configurations et nous allons avoir notre service worker déjà prêt pour la configuration qui travaille hors ligne selon nos préférences. Alors, je vais cliquer sur Get Started. Alors, je vais devoir installer ça. Pour ceux qui peuvent lire cette théorie qui est là, on explique les service workers, etc., les Vite plugins. Alors là, je vais partir sur npm installer les packages. Donc, voilà, pour aussi vite pour info, les plugins ici peuvent être applicables sur les frameworks aussi. Donc, n'importe quel framework, il y a React, Svelte, etc. Donc, tout dépend des frameworks que vous utilisez. Vous pouvez y jeter un œil. Alors, je vais devoir alors installer ça. Donc, je vais juste faire npm install Vite plugin PWA. Voilà, je vais devoir actualiser, donc valider. Je vais attendre que l'installation puisse être terminée, mais en attendant, on va partir dans le navigateur. Alors, comme vous pouvez le voir, on va faire juste la configuration. Donc, dans notre fichier de configuration de Vite.js, nous allons juste ajouter cette ligne de code pour indiquer qu'on a besoin du plugin PWA pour que nous puissions être en mesure de faire les builds et le rôle de ce plugin, en fait, ça va nous générer un service worker qui est déjà disponible et qui est prêt à l'emploi. Et on peut passer d'autres configurations selon notre préférence. Alors, je vous laisse découvrir la documentation parce qu'il y a beaucoup de choses dans la documentation vraiment qui peuvent vous aider. Moi, je vais beaucoup plus couvrir les choses qui vont nous aider, donc les choses que nous allons utiliser dans cette vidéo. Alors, une fois l'installation est terminée, je dois maintenant ouvrir les fichiers vite.config.mjs. C'est ce que j'ai pour moi. Alors, je vais devoir fermer et une fois fermé, je vais maintenant devoir ajouter la configuration dans notre fichier de Vite config. Alors, premièrement, je vais devoir importer. Donc, je vais faire du copier-coller. Alors, je vais coller. Alors, après cela, je vais venir et je vais juste ajouter cette ligne de code pour les plugins. Donc, je vais venir là-bas et dans les accolades, je vais ajouter les plugins. OK, automatiquement, je viens de paramétrer Vite plugin dans notre application. Il reste qu'à passer alors les différentes configurations. Regardez, il y a plusieurs configurations qu'on peut passer.
La configuration qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est les Service Worker Pre-Cache. Donc, c'est des caches des données. Alors, vous pouvez lire les différentes théories qui sont là. On nous montre qu'on va utiliser Workbox pour cacher les différents, pour générer les Service Worker, afin de cacher les différentes données, etc. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va procéder. Alors, on utilise des Workbox Builds, etc. Il y a plusieurs théories là-bas. Alors, moi, ce que j'aime avec c'est que ça nous donne, en fait, la possibilité juste de définir un pattern. Donc, on s'est dit, je vais tous les fichiers qui se terminent avec .js, .html, .css, .png, .svg, etc. Je vais copier cette ligne. Je vais juste copier ça dans notre application. Donc, dans nos configurations des vite PWA, je vais juste copier ça global pattern. Donc là, c'est ce qu'on est en train de donner des instructions à Workbox, les différentes instructions, les différents fichiers qu'il va devoir cacher. Alors, je vais enregistrer. Donc, ça va cacher les fichiers JavaScript, CSS, HTML, .ico, .png, .svg, etc. Alors, ces fichiers-là se trouvent dans notre dossier. Donc, je vais enregistrer. Alors, mis à part cela, il y a aussi, nous allons gérer aussi les manifestes.json. Alors, par défaut, ces plugins génèrent aussi un fichier manifeste.json. Alors, nous avons déjà notre fichier manifeste qui est déjà prêt. Donc, on n'a pas besoin de notre fichier JSON manifeste. Donc, ce n'est pas nécessaire vraiment de le faire pour le moment. Alors, on peut juste définir, on peut se décider, on peut dire à ces plugins de ne pas générer des fichiers manifestes. Et là, on va juste venir dans configuration, on va faire manifeste, on va juste faire false. Alors, il faut vous rassurer que votre fichier manifeste est dans les dossiers publics. Si ce n'est pas dans les dossiers publics, vous aurez des soucis. Alors, là, je vais venir, là, je vais faire manifeste et je vais mettre ça sur false. Donc, je ne vais pas générer des manifestes. Et puis, je vais devoir maintenant enregistrer. Et là, on a déjà terminé avec la configuration. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Voilà, je vais venir dans mon application, je vais actualiser. Alors, notre application a toujours les anciennes configurations. La première des choses, c'est quoi? Je vais d'abord couper les serveurs. Donc, dans les terminals, il faut faire CTRL-C. Voilà, donc c'est pour arrêter les processus. Alors, une fois que vous avez fait CTRL-C, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant supprimer. Donc, nous allons clean notre projet. On n'a plus besoin de registrer les services parce que le Workbox va faire tout pour nous. Donc, je vais supprimer cette fonction de register. Alors, c'était juste pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Je vais supprimer ça. Alors, une fois que j'enregistre, je vais aussi supprimer tout ce qui se trouve dans sw.js parce que j'en ai pas besoin. Les plugins vont tous s'en charger. Alors, le plugin va intervenir lorsque nous allons faire le build de notre application. En parlant de build, cela veut dire lorsqu'on veut mettre notre application en production. Alors, je vais faire npm run build. C'est une commande qui existe avec JS pour build notre application. Donc, pour générer juste un seul fichier JavaScript, comme je vous ai dit, c'est ça les rôles des bandes là. Alors, une fois l'élément vient de terminer, voilà, directement, comme vous pouvez le voir, PWA, c'est que ça s'est exécuté, ça génère aussi les service workers. Alors, je vais venir ici dans mon projet. Regardez, il y a le fichier build dist qui a été généré. Et dans ce fichier dist, il y a différents fichiers. Il y a les SW, il y a différents fichiers qui ont été générés. Alors, maintenant, je vais venir là-bas. Je vais partir dans les fichiers build. Voilà, dist plutôt. Donc, c'est ça, les dossiers là, c'est des fichiers pour la production. Alors, je peux juste venir faire run preview. Alors là, c'est pour voir maintenant ce que je viens de build. Alors, npm run dev, c'est en mode développement. En mode preview, cela veut dire que je suis en train de voir ce que j'ai déjà build. Donc, ce que j'ai déjà construit, ce qui est déjà prêt en production. Donc, regardez dans le console, il y a quelques erreurs. Voilà. Alors, je vais voir comment régler ça. Il y a quelques erreurs. Voilà. Je vais partir aussi dans application. Alors, je vais voir le service work est déjà là. C'est bon. Dans les caches, regardez, c'est que les plugins ont tout caché pour nous, tous les fichiers. D'ailleurs, ça fait mieux que nous-mêmes. Alors, voilà, il y a un souci avec les fichiers manifestes, ça n'a pas été détecté. Voilà. Alors, l'erreur était que j'étais en train de lancer l'application en mode offline. Donc, voilà, il faut partir dans Network et désactiver offline. Alors, vu que je suis offline, ça prenait les ressources par défaut, ça ne prenait pas les ressources qui se trouvent au serveur. Donc, je vais actualiser ce que ça marche. Mais néanmoins, j'ai quelques erreurs qui sont présentes. Voilà, je vais voir comment régler ces erreurs. Regardez dans les caches, ça va. Donc, tout marche à merveille. Alors, ça reste à régler alors les problèmes qui se trouvent dans manifest.json.
Mais avant tout, je vais d'abord simuler le cas où on est offline. Donc, je vais mettre offline, je vais actualiser. Et regardez, c'est que cette fois, ça marche très bien. Les fichiers CSS est reconnu et tout marche très bien. C'est pour cela que je vous ai dit, le Workbox va nous faciliter la tâche. Alors, je vais essayer d'analyser les page load et là, ça va me montrer les différentes erreurs que nous avons. Alors, lorsque vous ne voyez pas différentes erreurs et qu'il n'y a pas les boutons installés, parfois ça peut être comme ça. Il faut toujours lancer ce genre d'analyse et ça va montrer où se trouve l'erreur. Regardez, mon application bien sûr est reconnue, mais bon, il y a un petit souci, c'est que je n'aime pas d'icônes. Alors, mes icônes ne sont pas reconnues, je vais régler les problèmes et voir où est les soucis. Alors, les soucis se trouvent dans les fichiers manifest.json. Je vais vous montrer. C'est qu'on me dit que les icônes que j'ai mis n'ont pas été reconnues. Alors, je vais devoir venir ici et voir. En réalité, lorsqu'on fait un build, les dossiers publics n'existaient pas. Donc, je vous ai dit que pour les fichiers qui se trouvent dans le dossier public, ce n'est pas nécessaire de mettre toujours /public. Donc, je vais juste effacer public. Alors là, c'est pour la partie icône. Je vais te laisser comme ça, trop simple. Alors, je vais enregistrer, je vais encore lancer le build. Donc, je vais couper le serveur. Je vais faire npm run build. Encore, ça va générer alors une nouvelle version de mon application. Alors, une fois ça génère une nouvelle version de mon application, je vais maintenant faire les previews. Donc, npm run preview. Alors, je vais lancer l'application et voir ce que ça va donner. Alors, regardez, automatiquement, il y a les boutons installés qui est là. Quand je clique dedans, voilà, on me donne différentes captures. C'est que ça marche déjà très bien. Alors, je vais venir toujours dans le DevTools. Alors, je vais venir dans l'application. Alors, on a deux erreurs dans notre fichier. Pour régler ces erreurs, alors c'est toujours dans les fichiers manifestes. Alors, ces erreurs viennent de notre screenshot pour les différentes images. Alors, ici pour les mobiles, ça ne devrait pas être wide, mais plutôt ça doit être narrow. Donc, pour les écrans avec une... Donc, il y a les écrans larges et les écrans qui sont du genre narrow. Je ne sais pas comment l'expliquer ça. Mais c'est ça ce qu'il faut faire pour les téléphones mobiles vu qu'ils n'ont pas la même taille que les desktops. Alors, je vais faire npm run build. Je vais attendre de voir ce que ça va donner. Alors, il faut toujours vous rassurer que vous n'avez pas d'erreur dans votre service worker, dans votre fichier manifeste. Ça va vous aider à donner une bonne expérience à vos utilisateurs. Alors, je vais devoir lancer ça. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, je vais faire un bouton droit d'inspecter. Voilà, je vais partir dans inspecter. Et puis, je vais partir dans application. Regardez. Cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur dans mon fichier manifest.json. Alors, c'est déjà bon comme ça que je peux installer l'application en toute sécurité sans pour avoir peur d'erreur. Donc, voilà, tout est là, tout a été reconnu, les icônes, les différents screenshots, etc. Et là, on peut installer notre application sans problème. Alors, voilà. Je vais essayer maintenant d'installer l'application. Alors, je vais l'installer. Voilà, je vais amener ça. Regardez directement mon application en mode standalone. Alors, maintenant mon application peut fonctionner hors ligne sans problème. Je vais essayer un peu de me connecter et chercher les données et pour voir ce que ça va donner. Donc, voilà, je vais lancer l'application. Tout dépend aussi de la connexion. Voilà, je vais patienter. Voilà, il y a mes données qui sont là, etc. Alors, lorsque vous construisez une application progressive, il faut toujours donner une très bonne expérience à vos utilisateurs avec un très beau design, avec aussi des responsive web design. Alors, en attendant que l'application puisse lancer, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour Firebase afin que ça puisse me donner des données hors ligne. Alors, Firebase a une fonctionnalité qui permet en fait de stocker vos données. Vous pouvez accéder à vos données hors ligne et c'est ce que j'aime beaucoup plus chez Firebase. Alors, pour que vous puissiez stocker ça, donc vous allez devoir faire Initialize Firestore. Alors voilà, c'est là qu'il faut initialiser Firestore et puis on va mettre persistence local cache. Donc on va ajouter la persistance des données. Ça veut dire que notre application peut même fonctionner hors ligne et les données seront là sans problème. Voilà, une fois l'application déjà lancée, je vais essayer un peu de simuler les modes offline hors ligne bien sûr. Alors, je vais faire un bouton droit, je vais faire Inspect. Alors, on peut toujours faire Inspect lorsque l'application est déjà installée. Alors, je vais cliquer sur Offline. Je vais actualiser la fenêtre. Je vais voir. Regardez. Et d'ailleurs, c'est trop rapide même. Les données sont là et ça s'affiche très bien. Je vais fermer l'application. Je vais encore lancer ça pour voir ce que ça va donner.
Alors, regardez, ça donne directement et ça ouvre et ça lance automatiquement des données qui sont disponibles. Je peux essayer d'acheter les données, etc. Et là, je suis hors ligne. Est-ce que ça va marcher toujours? Voilà, c'est que notre application vient d'être une application progressive. On vient de donner d'autres capacités à notre application. Alors, voilà, très chers développeurs, nous sommes à la fin de cette première partie de notre vidéo. Dans cette vidéo, vous avez découvert toutes les bases qu'il faut apprendre sur les applications progressives. J'espère que vous êtes très content parce que vous allez commencer à créer des applications progressives très intéressantes. Dans les prochaines parties qui vont suivre, on va découvrir maintenant différentes possibilités qu'on peut faire avec les applications progressives. Par exemple, les push de notification. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons utiliser des API modernes et des JavaScript pour rendre notre application web beaucoup plus intéressante, etc. Et si nous allons découvrir d'autres astuces pour donner aux utilisateurs une très bonne expérience utilisateur. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches développeurs qui aiment s'apprendre à créer des applications progressives modernes.